merci beaucoup. Nous allons donc nous intéresser aux maladies rares. Alors, cette conférence aura lieu en français. Maladies rares quand innovation rime avec collaboration, parce que pour ceux qui suivent notamment l'enjeu des maladies rares, le principal c'est de réduire cette errance diagnostique qui peut durer plusieurs années pour les patients qui sont en recherche de diagnostic. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce que je vois que le temps est compté. Ma première question, elle est pour vous, Arnaud Sandrin. L'un des enjeux du traitement des maladies rares porte sur l'accès aux données. Comment la Banque nationale de données maladies rares, la BNDRM, contribue à un meilleur accès justement à ces données? Et je crois que vous avez notamment pour projet d'appareiller, de chaîner la MBDRM au SNDS l'an prochain. Alors, effectivement, notre acronyme est difficile à prononcer, c'est BNDMR, Banque nationale de données maladies rares. C'est un acronyme qui a certains avantages. Déjà sur Google, du coup, il sort tout de suite. Mais surtout, c'est un acronyme qui permet de comprendre ce qu'on fait. On est donc une base qui couvre tout le territoire national. Les 2200 centres experts en France, qui sont des entités qui, ce n'est pas des entités juridiques, concrètement, c'est des services dans des hôpitaux, mais ils ont une réalité juridique dans le sens où la liste de ces centres est publiée au journal officiel. Et donc pour ces 2200, bientôt 2500 centres experts, il y a la collecte de données, d'un set de données minimum sur les maladies rares. Alors à quoi sert-il? Déjà, il sert à répondre à des questions épidémiologiques simples, de type prévalence ou incidence. Donc simplement savoir combien de patients sont atteints de telle ou telle pathologie. Donc les maladies rares, on estime qu'il y en a entre 6 et 7 000. Donc dans certains cas, on sait très peu de choses sur l'épidémiologie de ces pathologies. Parfois, on a aussi des surprises. Donc c'est important déjà de pouvoir faire ce travail-là. La deuxième étape, c'est de pouvoir effectivement chaîner ces données aux données de l'assurance maladie. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de chaînage? Donc les données de l'assurance maladie, en quelques mots, ce sont donc toutes les données de remboursement des assurés sociaux. Donc ça couvre une très large partie de la population française et ce sont des informations à la fois sur la ville et sur l'hôpital. L'inconvénient de ces données, c'est qu'elles sont très peu médicales. Si vous cherchez les patients atteints d'une pathologie très précise, ils sont dans cette base de données, mais vous ne savez pas qui c'est. Donc d'où l'intérêt de chaîner les données de ce système national des données de santé, grosso modo les données de l'assurance maladie, les chaîner à des bases expertes. Donc nous, c'est ce qu'on fait, et ça permet de faire des études sur des tout petits effectifs en sachant exactement de quels patients on parle. Donc ça, c'est un deuxième niveau d'étude. Et ensuite, dans les maladies rares, il y a beaucoup de bases de données expertes, des registres plus précis, maladie par maladie, qui permettent eux aussi d'apporter de l'information épidémiologique sur ces patients. Merci. Cet enjeu des données souligne aussi le besoin de coopération entre les différents acteurs de l'écosystème. Il y a déjà des collaborations qui existent pour valoriser les données de santé de maladies rares. Il y a notamment un partenariat entre TechCare et Orphanet pour réduire l'errance diagnostique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Bruno Sarfati? Est-ce qu'on est ce projet aujourd'hui? Oui. Alors déjà, juste rappeler ce que c'est RDK. RDK, c'est une application qui permet, pour les médecins en première ligne, à partir de symptômes, orienter vers des maladies rares potentielles et surtout les adresser au bon centre expert. Ça, dans le but de vraiment de contribuer à combattre l'errance des diagnostics. Après, au départ, dans le projet, il y a une cause, ou plutôt, je dirais, il n'y a pas de cause. Il faut penser à l'angoisse des parents, des patients qui voient des symptômes s'accumuler et qui n'ont pas de cause, justement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ce sujet-là qu'il faut vraiment remettre dans le contexte des patients. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on se dit aujourd'hui, entre l'ère des données, l'ère du digital, on doit pouvoir faire quelque chose. C'est ce qu'on s'est dit, on doit pouvoir faire quelque chose et on veut avoir un impact concret. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au partenariat. Donc, quand vous commencez à penser maladies rares, je pense que c'est une évidence que le partenariat avec Orphanet, c'est totalement évident. Ça fait 27 ans que Orphanet établit une base de connaissances dans les maladies rares, a établi une nomenclature. Il ne faut pas oublier qu'une maladie non désignée, c'est difficile de travailler dessus. Donc ça, c'était vraiment important. Et donc, nous, la façon dont toute l'histoire s'est déroulée, c'est très simple. On a fait un POC. On est allé voir Orphanet et on leur a proposé de co-développer ensemble cette application. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et ça, j'insiste sur le côté aventure parce qu'en fait, c'est une collaboration, c'est plusieurs points. La première chose, c'est être complémentaire. On était totalement complémentaires puisque en fait, TechCare, c'est une PME française innovante qui maîtrise la gestion des données, le digital.
Et Orphanet, c'est la référence au niveau des bases de connaissances des maladies rares. Donc, la première chose était complémentaire. La deuxième chose qui est essentielle, c'est la motivation des équipes. Et ça, c'était vraiment important parce que c'est une aventure humaine. Les deux équipes n'ont fait qu'un. Et pendant 1 an, on a bossé en se disant, il faut qu'on ait un impact, il faut qu'on puisse sortir une application pour les médecins. Et on s'est vraiment concentré là-dessus. Le dernier point aussi qui est important dans une collaboration comme ça, c'est aussi que la collaboration, ça ne s'arrête pas une fois que l'outil est sorti. On est face à 6200 maladies rares, la connaissance évolue en permanence. On commence à collecter aussi beaucoup de feedback. Donc l'enjeu aussi, c'est mettre à disposition et surtout maintenir cette application à jour pour toujours rester le plus proche des médecins. Et la chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire que RDK, c'est pas l'outil développé par Orphanet et par TechCare, mais c'est l'outil de la communauté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on collecte énormément de feedback de la part des médecins, des associations de patients, et on est rentré dans un processus vertueux de s'adapter aux besoins et à l'évolution. Et donc, j'en conclus que c'est important, le financement quand même, c'est important. Et je remercie d'ailleurs les 3 sponsors, dont Sobi et le dernier arrivé, aussi Pfizer et Amélix, parce que pour maintenir ces applications, il faut du financement. Juste une petite précision, combien d'utilisateurs vous pouvez nous partager Alors ça sera communiqué à la fin de l'année, on garde encore un petit peu parce qu'on est en train de collecter tout ça, mais on est déjà sur plusieurs milliers. Très bien. Voilà. Merci. Agnès Bloch, vous avez développé un outil d'aide au diagnostic des maladies rares orales et dentaires. Vous l'avez fait en collaboration avec la Fondation Maladies Rares. Quelles données avez-vous choisi d'utiliser, justement, et comment avez-vous travaillé, notamment pour leur mise en qualité ? Alors moi je suis le professionnel de santé avec une idée commune aux personnes qui travaillent dans le domaine des maladies rares, c'est la réduction de l'errance diagnostique. Et pour travailler sur ce sujet, effectivement, on collecte des données, on participe à l'enrichissement de la BNDMR, mais j'avais créé il y a plus d'une vingtaine d'années une autre base de données, expert métier, puisque je travaille sur les maladies rares et expression bucco-dentaire. Donc là, l'idée, c'est que j'ai des données, des photos, des radios sur ces maladies qui dépassent le cadre de la cavité buccale. Je veux rendre ces données intelligentes et je veux transmettre toute l'expertise du réseau maladies rares aux rares pour faciliter le diagnostic de ces patients et leur permettre d'accéder le plus rapidement possible vers les centres experts pour un diagnostic de précision et une prise en charge adaptée. D'où l'idée de créer un expert virtuel d'aide au diagnostic, facilitant cette entrée dans le réseau maladies rares, en utilisant une qualité majeure de la cavité buccale et des dents, c'est leur minéralisation. Et cette minéralisation fixe dans le temps des anomalies du développement qui ont lieu pendant le développement embryonnaire ou certaines étapes du développement dentaire. Et donc on peut voir à distance des éléments clés, des signes clés qui vont faciliter le diagnostic. Mais ces éléments sont méconnus par les médecins, puisqu'ils ne connaissent pas bien la cavité buccale, et ils sont visibles pour les chirurgiens dentistes, mais qui n'arrivent pas à les placer dans le contexte médical du patient. Donc l'idée, c'était un petit peu de réunir ces expertises et de mettre l'expert à disposition des professionnels de santé de tous horizons pour faciliter l'entrée en diagnostic de ces patients et réduire leur errance. Puisque l'enjeu pour votre outil, mais aussi pour toutes les personnes qui s'y intéressent et qui cherchent des solutions, c'est construire des algorithmes autour des maladies rares, donc avec cet enjeu de rareté de la donnée peut-être. Comment vous avez construit justement cet algorithme ? Alors, on travaille en étapes. Bon, c'est un grand projet, mais il faut trouver des financements et donc on saucissonne le projet en différentes étapes et j'ai choisi de travailler par groupe de maladies. Donc un premier algorithme pour reconnaître les maladies rares avec dents manquantes, puisque les dents ne manquent pas au hasard, mais selon des patrons qui correspondent à des gènes très précis. Et pour ça, on a travaillé sur la base de radio. Et ensuite, j'ai un autre financement via le Health Data Hub dans le cadre d'un Data Challenge qui vient de se terminer. Et là, on a travaillé sur la base de photographie pour reconnaître les maladies rares avec des troubles de l'émail, donc de la couleur, de la forme des dents.
Donc, dans mon cas, les données sont toutes des données pseudonymisées, puisque la cavité buccale, par définition, est identifiante. Donc il a fallu travailler sur ce questionnement pour créer un jeu de données qui peut être accessible dans des conditions de sécurité à des challengers via une plateforme, on travaille avec Trustio, pour permettre le data challenge et créer ces algorithmes. Très bien, merci. Arnaud Sandrin, à quel niveau l'intelligence artificielle contribue aujourd'hui à une meilleure prise en charge des maladies rares? Est-ce que vous auriez des exemples peut-être à nous partager? Oui, volontiers, d'autant que on peut avoir parfois l'a priori que intelligence artificielle égale beaucoup de données, égale finalement dans les maladies rares, est-ce que vraiment l'IA peut beaucoup apporter? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait effectivement battre un peu en brèche et essayer d'inciter toutes les personnes qui participent à cet événement et qui ont des connaissances en IA à venir travailler sur nos maladies. On peut donner quelques exemples. Il y a eu une très belle publication récemment faite par l'hôpital Necker qui analysait les dysmorphies faciales. Et donc, en fait, au travers d'images en 2 dimensions, ils ont entraîné un algorithme qui permettait d'annoter en fait, ces visages pour repérer les dysmorphies. Un algorithme qui s'est révélé d'ailleurs beaucoup plus efficace que les algorithmes qui sont disponibles aujourd'hui dans le grand public et qui permettent d'annoter eux-mêmes un visage. Vous savez que sur votre téléphone, vous pouvez facilement reconnaître un visage. Ces algorithmes-là peuvent être battus pour reconnaître non pas un visage par les traits communs, mais reconnaître la spécificité d'une dysmorphie faciale. Alors on se dit, bon, très bien, alors à quoi ça sert? Ça sert au fait que quand vous avez une base de données avec 500 ou plus 500 000 en l'occurrence images, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui va cliquer sur chaque image 20 fois pour repérer tous les petits endroits du visage qui sont intéressants. Et donc l'algorithme va le faire pour vous, et une fois que vous avez ça, vous avez une description beaucoup plus structurée des dysmorphies qui sont visibles. Et donc vous pouvez corréler ça aux descriptions phénotypiques qui, elles, se trouvent dans les textes rédigés par les médecins, dans les comptes rendus de consultes, les comptes rendus d'hospice. Voilà. Ces textes sont eux-mêmes des données non structurées, mais que vous allez restructurer. C'est ensemble que vous allez pouvoir établir typiquement des corrélations phénotype-génotype. Vous trouvez le gène dans le compte rendu, vous annotez l'image, et vous pouvez mieux décrire comme ça la dysmorphie qui correspond à quel gène. Et vous pouvez vraiment ça ouvre vraiment des perspectives très intéressantes. Cette analyse de texte, ça c'est, y a beaucoup de chantiers dans beaucoup d'hôpitaux. On peut parler du CHU de Rennes qui l'a fait en collaboration avec une start-up qui s'appelle Bicom. Donc c'est typiquement un exemple de collaboration et il structure comme ça des textes. Et encore un autre exemple structurer des textes, c'est très très important parce que dans un compte rendu, vous pouvez dire le patient a tel signe phénotypique, son frère ne présente pas tel signe phénotypique. Donc si vous cherchez juste le nom, par exemple le patient chute et vous ne savez pas qu'en fait dans la phrase, vous n'avez pas pu détecter que dans la phrase il est dit le patient n'a pas connu de chute ces 2 dernières semaines, vous n'arrivez plus à savoir si finalement le signe phénotypique chute anormale, chute trop fréquente est présent ou pas. Donc en fait cette structuration du texte elle est complexe et elle est très importante à faire et elle a vraiment des spécificités médicales. Donc même s'il y a plein d'algorithmes de NLP qui existent, il faut les surspécialiser pour avoir un résultat dans nos maladies. Et ensuite encore un autre exemple. Pour vous montrer, il y a de l'imagerie. Pour ceux qui font des réseaux de neurones à convolution, c'est typiquement ce qui a été utilisé dans le premier exemple que je donnais. Pour ceux qui font plutôt du traitement automatique de langage, des réseaux de neurones récurrents ou des choses dans ce genre-là, vous avez ça dans le deuxième exemple que je donne. Et enfin, dans un troisième exemple, là, c'est plutôt des approches, c'est pas vraiment de l'IA, c'est plutôt du machine learning, mais on a des approches de clustering qui sont très importantes. Alors, je donne un exemple. Si vous avez un patient, vous reconnaissez tous les signes de sa maladie, mais vous savez, dans le gène qui est habituellement muté pour expliquer cette maladie, on n'a trouvé aucune mutation, on est bien embêté parce que du coup, on n'a pas pu trouver la cause étiologique de ces signes phénotypiques. Alors le problème, c'est que l'ADN, comme c'est 2 fois 3 milliards de lettres, c'est pas très facile de trouver s'il y a juste une petite faute d'orthographe quelque part, laquelle c'est. Parce qu'on a tous 10, 20, 30 millions de petites fautes d'orthographe dans nos gènes, donc du coup, c'est difficile de savoir laquelle est en cause. Alors comment vous faites pour savoir laquelle est en cause? C'est très basique. C'est très basique. C'est loin d'être basique, mais si on le résume de manière hyper caricaturale, pardon aux généticiens dans la salle qui auront probablement envie un peu de me tirer les oreilles après, mais j'essaie d'être dans une logique de simplification. Comment vous faites? Il faut trouver 2 personnes qui ont vraiment des signes phénotypiques très similaires, parce qu'eux ont des chances, s'ils sont vraiment des choses extrêmement similaires,
il y a des chances que eux, justement, aient un facteur génétique en commun. Et que donc, vous avez trouvé la même faute d'orthographe dans leurs 2 ADN et qui ne se trouve pas dans le génome habituel. Et donc, comment on fait pour trouver ces 2 patients? Il y en a peut-être un qui est pris en charge à la PHP et il y en a peut-être un autre qui est pris en charge au CHU de Montpellier. Et même si, comme c'est des signes phénotypiques similaires, c'est des spécialistes qui se parlent, les médecins ne vont pas tous les jours se dire « Allô, j'ai un patient qui présente tel signe phénotypique, etc. » Donc c'est là où les données ont leur utilité. C'est que justement, elles peuvent dépasser le fait qu'on n'a pas le temps entre humains de se raconter tout le temps. Et donc, on peut scraper les données comme ça. Mais donc du coup, voilà, ça vous donne 3 exemples en imagerie, en analyse de texte, en machine learning un peu plus généraliste. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans les maladies rares avec des répercussions vraiment très concrètes, parce que quand vous avez 2 personnes, on ne sait pas quel est le gène en cause et qu'on l'a trouvé, c'est le début d'un traitement, c'est le début d'un parcours de soins qui s'améliore, donc c'est vraiment un impact non négligeable. Donc effectivement, merci pour ces exemples. On voit que l'innovation existe déjà. Il y a un autre enjeu très fort aussi lorsque l'on parle des maladies rares, c'est l'enjeu économique. Là, j'ai envie de me tourner vers vous, Sébastien Leroux. Sobi est un laboratoire spécialisé dans les maladies rares, donc notamment en hématologie, en immunothérapie. Quel est le rôle et les problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui par les industriels ? Alors vous l'avez dit, nous sommes un laboratoire suédois, donc le SO maladies orphelines, donc nous ne faisons que ça, nous sommes vraiment spécialisés dans ces pathologies-là, immunologiques et hématologiques, comme vous l'avez dit. La mission de l'entreprise, c'est vraiment de transformer la vie des patients qui sont atteints de maladies rares. Donc pour faire ça, on ne peut pas faire ça tout seul, clairement, d'où la thématique de cette table ronde d'innovation et de collaboration. L'autre enjeu que nous avons, même si on fait déjà beaucoup de choses, et on a la chance en France d'avoir, et il faut le répéter, parce que moi quand je discute avec mes collègues européens, ça n'est vraiment pas le cas, des plans maladies rares, des filières, des centres de référence nationaux, des centres de compétences. Et je peux vous dire que dès qu'on parle d'une maladie rare, en France, tout de suite, assez rapidement d'ailleurs, quand il y a un traitement, on sait à qui s'adresser, on sait comment ça fonctionne. Il faut bien sûr réduire l'errance diagnostique, mais ça fonctionne beaucoup mieux que dans les autres pays de manière générale. On attend maintenant le plan 4, le plan maladie rare numéro 4, mais en tout cas, on est quand même très structuré. Donc nous, notre rôle là-dedans, il est d'aller plus loin, de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires qui travaillent dans l'écosystème des maladies rares. Bruno en a parlé sur RDK et sur TechCare, mais tous les partenariats que nous pouvons mettre en place pour vraiment transformer la vie des patients, avec des écueils qui sont évidents. Le premier écueil, il est la place de l'industriel là-dedans, parce que l'industriel est vu ou vécu ou ressenti uniquement comme une société qui est là pour produire et mettre à disposition des médicaments. Évidemment, il faut aller plus loin quand on le peut, avec les filières, les associations de patients, ce que l'on a fait par exemple sur l'hémophilie au travers d'applications de santé physique pour les patients hémophiles ou de qualité de vie dans d'autres pathologies comme l'HPN. Ça, c'est le premier écueil. On est souvent contraint d'un point de vue législatif. Le deuxième, évidemment, il est sur la mise sur le marché des médicaments, tout le process de mise sur le marché, le modèle économique qui est associé à ça, parce que bien souvent en France, tout est très organisé, tout est très structuré, mais tout est très structuré pour la masse, donc pour les médicaments de médecine générale ou les grandes pathologies que nous connaissons tous. Et je finirai peut-être par une boutade que les plus de 40 ou 45 ans connaissent, ou peut-être que ça va vous évoquer quelque chose. C'est que dans la Sécu, quand ça dépend, ça dépasse. Donc il y a un moment où dans les maladies rares, tout dépasse. Rien ne va dans le fonctionnement de l'administration tel qu'on le connaît, et rien n'est prévu pour ça. Et il faut absolument qu'on puisse travailler sur ces items-là pour que les patients puissent bénéficier des innovations. Effectivement, vous l'avez souligné, le plan national maladies rares 4 arrivera prochainement, qui illustre malgré tout une volonté politique, et volonté politique aussi qui s'exprime à l'Assemblée nationale. Il y a un groupe maladies rares qui s'est constitué à l'Assemblée en mars dernier. Vous êtes fondateur de ce groupe, professeur Philippe Berthat. Vous êtes également professeur de génétique moléculaire, donc député. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la vocation de ce groupe maladies rares à l'Assemblée et peut-être nous partager sa feuille de route pour les mois à venir ? Alors, il ne s'est pas créé il y a 2 ans. En fait, je l'avais créé il y a bientôt 7 ans. C'est donc, effectivement, je l'ai relancé à travers cette nouvelle mandature. Il a plusieurs objets. Il a un objet central parce qu'on est un peu dans l'autre soi, dans les maladies rares. C'est bien, on se connaît tous. On sait de quoi on parle, mais je peux attester ici que l'acculturation du politique, qu'il soit exécutif ou législatif, sur le terme maladie rare, il y a encore beaucoup de travail. D'ailleurs, le seul terme qui traînait à l'Assemblée nationale, c'était maladie orpheline, donc il y avait déjà cette ambiguïté. Après, assimiler maladie génétique, maladie neurodégénérative versus AFM, tout ça, mettre ça dans le même chapeau, ça a été déjà du travail. Donc c'était ma première mission. Ma mission suivante à travers ce groupe, c'est d'essayer d'y attirer des acteurs
Force est de constater que c'est un échec total, puisque grosso modo, de toute façon, je suis, je pense, pratiquement le dernier scientifique de l'hémicycle. En biosanté, en tout cas, je suis tout seul. Et que même si d'aucuns viennent s'inscrire, au bout du bout, c'est quelque chose que je suis un peu censé porter tout seul, même si certains de mes collègues, des fois, me rejoignent dans une visite de site ou autre. Donc notre objet, c'est quoi? Moi, cet objet, c'est d'essayer cette acculturation, de pousser, de faire comprendre ce qu'est la maladie rare, de faire comprendre les enjeux qui dépassent totalement le monde des maladies rares. Je sais que je suis censé parler diagnostic plus tard, que ce ne serait-ce au niveau du diagnostic, ne serait-ce qu'au niveau du modèle économique pour nos biothérapies de demain. C'est donc faire le militant, l'activiste qui en permanence va aiguillonner. J'ai beaucoup aiguillonné avec des succès mitigés pendant la loi de bioéthique en tant que co-rapporteur sur les aspects diagnostiques en particulier, sur l'aspect utilisation des cellules souches aussi ou utilisation des embryons. Donc voilà, c'est ça cette mission. C'est bien sûr aussi finalement indirectement contrôler l'activité de l'exécutif. On parle du 3e plan qui vient de s'achever. Moi j'attends le rapport. Je n'ai pas été convié, c'est bien normal, donc j'attends ce 3e plan rapporté pour voir un petit peu son contenu, voir où on en est sur l'errance diagnostique par exemple. On partait sur une errance de 4-5 ans, est-ce qu'on a réellement progressé dans le cadre du 3e plan? Et puis bien sûr, découvrir et éventuellement hurler, crier si besoin est sur ce qu'il y aura dans le 4e. Non seulement sur les objectifs, sur la poursuite du 3e et sur peut-être de nouveaux objectifs, et puis bien sûr sur les moyens associés, parce qu'à un moment donné, c'est toujours pareil. Comme je dis toujours en science, c'est d'une simplicité évangélique. Plus vous mettez de l'argent, plus vous avez des résultats. Effectivement. Et j'ai une dernière question avant qu'on vienne nous demander d'arrêter, parce que je sais que le temps est compté. L'enjeu aussi de l'accès au marché est crucial. Comment on peut favoriser aujourd'hui l'accès de traitements qui sont par définition destinés plutôt à une niche de population? Ça, c'est une question qui s'adresse un petit peu à vous tous, mais peut-être que vous, Agnès, ou même vous, Sébastien Leroux, vous avez un avis sur la question? J'y vais. Alors moi j'ai des avis sur beaucoup de choses, notamment celui-là bien sûr. Je pense qu'il faut évidemment prendre plus de risques et, comme je le disais tout à l'heure, assouplir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas, sur des pathologies, et c'est évidemment pas chez nous, et je trouve que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, on ne peut pas être soumis à des tirages au sort pour que des patients puissent bénéficier d'accès à des médicaments innovants par exemple. Donc il faut qu'il y ait un peu plus de souplesse, un peu plus de doctrine revue, notamment au niveau des autorités, et ne pas rester sur des choses qui existent depuis des années. Il y a un effort, il y a une vraie volonté politique. Moi, j'ai entendu beaucoup, notamment le président Macron, parler d'innovation en santé et du côté stratégique de la santé. Il faut que cette volonté-là soit mise en place, comme vous le disiez, d'un point de vue législatif. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Il y a souvent un écart entre la volonté et ce qui existe au niveau législatif. Agnès Bloch, pour finir. Je pense qu'il faut penser aux patients et il faut que nous travaillions tous ensemble pour le patient. Bruno voulait ajouter un... Juste un mot sur l'ultra rare, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et je pense que là, l'Union européenne a quelque chose à faire. L'ultra rare, on parle de quelques cas par pays. Ce n'est pas possible de demander 27 autorisations d'accès au marché aux laboratoires quand ils vont sortir un médicament dans l'ultra rare. Donc là, je trouve que l'Europe a un super rôle à faire et montrer qu'elle agit là-dedans. Je pense que c'est vraiment important là-dessus pour ne pas laisser l'ultra rare de côté, parce qu'il n'y aura rien si l'Europe ne se bouge pas. D'accord, et donc avec une volonté politique associée, comme vous le rappeliez. C'est une volonté politique affichée par le président, comme ça a été dit. On doit redevenir, dans les années qui viennent, la première nation en santé. Il faut se donner les moyens. Moi, j'agis. Bon, mon actualité, elle est claire, c'est la réforme complète de notre système de recherche en biosanté, sur lequel je suis très activiste actuellement et où je vois malheureusement pas assez d'ambition. Quand vous êtes un pays qui était pendant longtemps 4e pays en recherche en santé, qu'aujourd'hui il est classé 10e, vous voyez bien que les signaux sont là, donc il faut y aller. Il faut y aller avec une ambition très forte, et je trouve qu'actuellement on ne se donne pas les moyens de cette ambition. En tout cas, on ne suit pas beaucoup la feuille de route imprimée par la présidence de la République. Et mon travail, c'est d'alerter. Je ne veux rien cacher. Ce matin, j'étais devant les industriels au G5 Santé en disant « il faut m'aider là. On ne va pas y arriver. On ne va pas tenir les engagements pris. Il va falloir vraiment passer à la vitesse supérieure. » Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci de nous avoir écoutés.